Michel Foucault, archéologue du pouvoir, une série pour le 100e anniversaire cette année de la naissance de ce philosophe majeur du XXe siècle. Premier épisode, Foucault et la folie. Michel Foucault a pensé de manière inédite le pouvoir, celui que toute une organisation sociale et de nombreuses représentations collectives exercent sur les individus, notamment à travers leur corps. Un pouvoir insidieux, quoique visible grâce à un patient travail dans des archives. Foucault, à cet égard, a aussi une pratique inédite de la philosophie, plongée dans l'histoire des documents médicaux, légaux, administratifs. Nous verrons dans cette série comment il en est venu à penser la sexualité, la prison, comment il a forgé peu à peu le concept de biopouvoir. Mais commençons ce matin par sa réflexion sur la folie, puisqu'elle a été le tout premier objet de recherche de Michel Foucault. Son père, chirurgien, l'aurait voulu médecin. Mais Foucault s'engage dans les lettres, reçues en 1946 au concours d'entrée de l'École normale supérieure. Il y mène des études de philosophie, mais aussi de psychologie au tout début de l'installation de cette discipline à la Sorbonne. On pourra évoquer peut-être son propre état psychique, souvent empreint de souffrance. A-t-il été un point d'entrée dans ce sujet lourd sur lequel il va produire des analyses décisives? Est-ce un certain malaise lors de son stage de psychologie à l'hôpital Sainte-Anne qui a été un aiguillon? En 1954, Foucault publie Maladie mentale et personnalité. En 1961, il soutient une thèse qui donne lieu à un immense ouvrage, Histoire de la folie à l'âge classique. Quelle est sa lecture du rapport de l'Europe à la folie depuis la fin du Moyen-Âge? Foucault a-t-il évolué ensuite, après ce livre? Bonjour Frédéric Gros. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie actuellement à Sciences Po Paris, spécialiste de la pensée de Michel Foucault. Je renvoie nos auditeurs vers le site pour consulter votre bibliographie. Vous êtes aussi romancier. Et la folie, d'ailleurs, n'est pas absente de vos romans, en particulier dans Les Possédés, publiés en 2016 chez Albin Michel. Vous élaborez un récit à partir d'un épisode historique réel, une étrange épidémie de possession dans un couvent d'Ursulines à Loudun entre 1632 et 1634. Et bonjour Georges Didier Huberman. Bonjour. Vous êtes philosophe et historien d'art, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages sur beaucoup de sujets. Là aussi, je renvoie vers notre site pour toutes les précisions. Et vous avez notamment beaucoup étudié l'image et son rapport à l'histoire et aux sociétés dans lesquelles elle est produite. En 1982, vous avez publié aux éditions Macula Invention de l'hystérie, Charcot et l'iconographie photographique de la Salpêtrière. Non seulement l'œuvre foucaldienne est majeure pour vous, mais vous avez aussi échangé avec Michel Foucault au moment de ce livre, si je ne me trompe pas. Vous pourriez nous en parler un peu de cet échange avec lui quand vous meniez cette recherche et quand vous avez tenté de la publier? Cette recherche n'aurait pas existé sans son travail, sans Histoire de la folie, mais j'ajouterais Naissance de la clinique, hein, qui est un livre pour moi tout à fait essentiel. 1963. Voilà. Heu et donc cette recherche sur Charcot et l'iconographie photographique de la Salpêtrière, je lui ai tout simplement envoyé par hommage. J'attendais rien de plus, mais il m'a convoqué et je suis allé bien sûr et il m'a très bien accueilli, avec ces mots magnifiques, c'est une grande leçon philosophique, hein, et humaine. Il m'a dit: «Bah, on n'est pas d'accord». Et ça lui plaisait? Évidemment, on n'est pas d'accord et il a ajouté: «Mais c'est pas grave». Alors pourquoi on n'était pas d'accord? Parce que mon point de vue était très psychanalytique. Il l'est toujours d'ailleurs. Donc lui, il était dans cette phase, de critique, du pouvoir psychanalytique, ce qu'on peut comprendre, hein, de toute façon à l'époque où l'histoire de la folie est en germination comme ça, il y a cette domination du discours lacanien, il y a voilà donc on peut le comprendre. Mais en même temps, voilà, on n'était pas d'accord, mais c'était pas grave. Voilà et il a aidé à la publication de mon texte, en Vous fait. avez fait des recherches dans les archives de l'hôpital La Salpêtrière. Oui, Lui n'a pas pu faire ça? voilà, en fait, il m'a expliqué qu'il aurait bien aimé écrire un livre sur Charcot, si je me souviens bien, hein,
et que, bien sûr, il y avait les portes se fermaient. Et moi, les portes s'ouvraient parce que j'avais l'air d'un gosse et que j'avais d'ailleurs menti sur mon sujet. J'avais pas parlé de l'hystérie. J'avais dit: «Je veux travailler sur Charcot et l'art», et donc on m'a ouvert complètement les portes des archives de Charcot. Alors que lui, c'était la fin des années 50, c'était sulfureux d'aller chercher les vieux papiers de cet hôpital en neurologie, puisque Charcot était d'abord neurologue, heu et il a aussi étudié, ce qui l'hystérie telle qu'on la nommait à Jusqu'à la fin, l'époque. Charcot, notamment dans le premier volume de La volonté de savoir, il continue de parler de la salpêtrière et de façon admirable, hein. Simplement, au fond, là où on s'entendait, hein, c'est que sa critique du discours, j'essayais de le faire dans le rapport des images au discours. Parce que cette clinique, comme il le dit tellement bien dans Naissance de la clinique, c'est une esthétique. C'est un savoir qui suppose un savoir sensible et visuel, et voilà. Donc moi, je suis allé directement dans les archives visuelles. Voilà, j'ai essayé voilà, de faire un appendice à sa grande critique du discours, voilà, qui est Et votre texte magistrale. a quand même beaucoup de choses qui sont foucaldiennes, même si Pardon? Pardon? il y a une touche foucaldienne dans Complètement. ce texte, même si il y a ce différend avec lui sur la psychanalyse. On peut revenir là-dessus, sur le On va le différent sur la on Ouais, psychanalyse, mais fondamentalement, pour moi, c'est c'était juste très fondamental. important. Alors c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir, surtout pour une œuvre comme celle-là, comment, les philosophes, les penseurs divers, se retrouvent à l'étudier, à l'aimer. Comment ça s'est passé pour vous, Frédéric Gros? Pour moi, ça s'est passé précisément avec la première lecture d'Histoire de la folie, à un moment où j'étais pas sûr de vouloir m'engager dans la philosophie, dans la thèse, et cetera, parce que je trouvais qu'il y avait un certain nombre d'aridités qui me paraissaient absolument insurmontables, et de rigueur conceptuelle, dont je me sentais peut-être pas tout à fait, capable. Et en découvrant ce texte d'Histoire de la folie, qui pour moi était vraiment espèce d'objet non identifié, parce que à le lire, c'est vrai qu'au moment où on le lit, on est pris dans une espèce de maelstrom, à la fois de références historiques très précises, d'évocations poétiques incroyables, d'intuition folle, et ça brasse, hein, ça brasse non seulement des références philosophiques, Hegel, sa définition de la folie, Descartes, mais quoi, ce sont des fous, Malebranche, mais ça brasse aussi évidemment des tableaux du Jérôme Bosch, du Goya, etc. Et je me suis dit, oui, si je prends ça, j'accepte de continuer de continuer dans cette voie, à condition de me mettre un peu dans le prolongement de cet accueil au dehors de la philosophie. C'est-à-dire, je trouvais véritablement un auteur que beaucoup d'ailleurs considèrent qu'il n'est pas philosophe, etc. En tout cas, un auteur qui accueillait la culture dans toute sa diversité, avec un seul critère qui était l'intensité, quoi. C'est-à-dire que si ça produisait des intensités esthétiques, des intensités intellectuelles, c'est-à-dire des expériences de pensée un peu fortes, à ce moment-là, on acceptait de se laisser traverser. Alors l'écriture de l'Histoire de la folie à l'âge classique, paru en 1961, est stupéfiante aussi. C'est ne serait-ce que la première phrase, il y a quelque chose de proustien. À la fin du Moyen Âge, la lèpre disparaît du monde occidental. C'est la première phrase de ce livre, suggérant alors que après le lépreux, il y a eu la figure du fou qui a occupé quelque chose d'assez analogue, une place à la fois inquiétante, mais un peu divine, un peu sacrée, à l'instar d'autres personnages, le misérable, le vagabond, l'hérétique, le sodomite. Ils étaient là, mais on en avait un peu peur, mais on ne les enfermait pas. Il y avait autour d'eux, dit Foucault, à la fin du Moyen Âge et encore une grande partie du XVIe siècle, un cercle sacré.
La folie en liberté, point d'interrogation. Écoutez, Foucault en parler lui-même. Voici une première archive. Avant le XVIIe siècle, en tout cas jusqu'au début du XVIIe, jusqu'à l'âge baroque à peu près, le fou a une existence entièrement libre. Il était en quelque sorte à la surface de la culture et il y vivait d'une présence extraordinairement visible. Il y avait des fêtes de fous, il y avait tout un théâtre qui était consacré à la folie. L'âge classique, c'est l'âge de la séparation. L'âge classique, et ça, c'est une espèce de thèse très séminale, très matricielle chez Foucault, et qui, j'allais dire, le portait, à savoir que l'âge classique, c'est celui qui va instaurer une séparation, non seulement intellectuelle, mais aussi pratique, mais aussi sociale, entre la folie et la raison, instaurant une espèce d'incommunicabilité de principe entre les deux. Entre les deux. Alors que la Renaissance, j'allais dire, il décrit cet âge de la Renaissance en s'appuyant sur des représentations picturales, mais aussi sur des pratiques sociales, comme un monde beaucoup plus ouvert et perméable à cette présence inquiétante de la folie. C'est-à-dire qu'au fond, ce serait l'idée qu'une raison purement rationnelle ne serait pas très éloignée de la folie. Ce serait l'idée aussi qu'après tout, dans le délire d'un fou, on peut bien toujours recueillir une ou deux vérités. L'âge classique instaure la séparation, le blanc, le noir, le jour, la nuit, et folie et raison rentrent dans ce régime de séparation qui, encore une fois, se marque institutionnellement par l'ouverture, vous l'avez évoqué en début d'émission, de ce qu'on appelait l'hôpital général, mais dans un sens qui avait absolument rien de médical. C'était effectivement des lieux d'enfermement où on séquestrait les hommes de mauvaise vie, les prostituées, les déments, mais aussi bien les vagabonds, etc. C'est-à-dire on constitue un espèce de monde qui est l'autre de cette raison bourgeoise, surdelle, qui s'installe au XVIIe siècle. Donc, en un seul mot, c'est ça, c'est l'idée de la séparation. Donc soustraire au regard et vider de tout intérêt profond, c'est ce que dit Foucault dans ce livre, Georges Didier Huberman, dans cet âge classique XVIIe, XVIIIe siècle. La folie n'est que la déraison, il n'y a rien dedans d'intéressant. C'est un peu le modèle de la cage, dit-il, voire de la ménagerie, mais pas pour aller vraiment observer ce qu'est la maladie mentale, c'est un anachronisme. À ce moment-là, c'est une pure dépréciation. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moment assez stérile en matière de curiosité sur la folie, mais décisif parce qu'il ne va cesser de hanter la psychiatrie ensuite, plus tard, au XIXe siècle. En fait, vous avez commencé l'émission en parlant de la critique du pouvoir, qui a son pendant, c'est-à-dire comment nommer les conditions d'une inservitude. Hein, et ça, c'est depuis le début, hein, c'est jusqu'à la fin aussi. C'est-à-dire là où ça s'échappe. Le mot classique est lié à cette question du pouvoir, c'est évident. Quand on fait des études de philosophie, on étudie les classiques, ça veut dire classique au sens gréco-romain, c'est-à-dire on étudie Platon et Aristote, et hop, on passe directement à Descartes Vrai, quand oui. on fait de la philo, Oui. et comme si on passait d'un âge classique à un autre. Et donc Foucault, il nous permet d'une part de voir ce qui est l'envers, l'ourlet sombre de cet âge classique, et d'autre part les autres âges. C'est ce qui se passe dans les œuvres de la fin de sa vie, où il va vers l'Antiquité tardive, et les choses comme ça. Voilà. Frédéric Gros, tout à l'heure, parlait à juste titre de cette intensité de l'écriture. Oui. Je voudrais y revenir parce que cette intensité, elle n'est pas du tout classique. Elle est complètement, non seulement elle est moderne, mais elle est liée à une expérience. Il faut rappeler quand même que s'il y a Histoire de la folie en 1961, il y a avant toute une expérience. Il y a l'expérience des séminaires de Merleau-Ponty sur l'âme et le corps, etc., etc. Il y a les séminaires de Lacan auxquels il assiste, hein.
Donc il y assiste. Ah oui, Vous absolument, nous avez en rappelé qu'il 51. n'aimait pas beaucoup tout ça, Oui, mais mais il il y connaît. assiste. Il y a l'expérience même de la déréliction et il a fait 2 tentatives de suicide quand même. Oui. Voilà, il y a son travail au laboratoire d'électroencéphalographie, je crois que ça s'appelait comme ça, de Verdeau à Sainte-Anne. Donc il travaille à Sainte-Anne, Oui. donc il sait ce que c'est qu'une présentation de malade. Et puis avec Jacqueline Verdeau, la femme de son patron, il va à Münsterlingen, il va assister et ils font des photographies d'ailleurs de la fête des fous Oui. dans Qu'est-ce ce que c'est la village. fête des fous? Ben, c'est un moment où on sort tous les fous de l'asile et ils font un carnaval. C'est un carnaval. C'est absolument Et on se magnifique. raconte que Oui, on retombe au Moyen Âge et à la Renaissance avec les fous en liberté, mais ça n'a plus rien à voir puisque c'est une espèce d'interruption de l'internement. oui, C'est mais un autre cette monde. tradition qui est médiévale hein, de Mm. ce carnaval de Münsterlingen, il va de pair, il est juste à quelques mètres, quelques centaines de mètres de l'institut de Kreuzlingen, qui est juste à côté, dirigé par Binswanger, Ouais. et qui instaure un nouvel âge dans l'asile, hein, parce que à Kreuzlingen, les malades mangeaient avec les médecins, ils faisaient des conférences entre eux, enfin, c'est un... Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est-à-dire avant Histoire de la folie, Foucault approche Binswanger, c'est-à-dire là, Ludwig, il faut dire un mot juste, Binswanger. Ludwig Oui. Binswanger, très grand psychiatre qui a, je pense que c'est le premier qui a installé la pratique psychanalytique freudienne dans l'asile. Hein. Donc il faisait des analyses freudiennes, c'était un ami de Freud, il avait d'abord été disciple de Jung, puis ami de Freud. C'est quelqu'un qui a soigné de très grands personnages. Son oncle avait soigné Oui. Nietzsche et lui, Binswanger, il a soigné Abby Warburg, il a soigné Marie Wigman, la danseuse, Kirchner, le peintre expressionniste, etc., etc. Nijinsky, voilà. Donc, à ce moment-là, Foucault approche la folie sur le mode de l'expérience. Et ça me semble très important. Et c'est le premier des 10 écrits, hein, des écrits de Foucault, c'est sa préface à sa traduction du Rêve et l'existence de Binswanger, qui est un texte absolument magnifique hein, sur la psychiatrie existentielle, dans lequel Foucault commence justement à prendre ses distances avec ce qui est très contemporain pour lui, c'est-à-dire, donc c'est 53, je crois, c'est le discours de Lacan, le discours de Rome, fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. Et là, j'ai sous les yeux cette phrase de Foucault, la psychanalyse n'a donné au rêve d'autre statut que celui de la parole. C'est déjà une attaque contre Lacan, hein, c'est très clair. Et il dit, elle n'est jamais la psychanalyse parvenue à faire parler les images. Donc il est dans cette perspective où il faut rendre sensible. Et une partie de sa magnifique écriture, elle vient de ça rend sensible. Bien sûr, je vous remercie d'avoir rappelé tout cela. La folie n'est pas juste un objet lointain pour Foucault. Le statut de l'expérience, qu'il a montré partout dans ses recherches, aller chercher les documents, aller rencontrer qui en savait plus que lui. Là, il est particulièrement important, ce statut de l'expérience concernant la folie. Alors, il fallait passer par l'âge classique pour penser ensuite la psychiatrie moderne, à partir du 19e siècle, l'asile, Cabanis, Esquirol, Pinel, et puis la psychanalyse, qui représente encore une étape 19e, 20e siècle. Alors, une chose très intéressante à propos de cette vision du fou enfermé à l'âge classique, mais qui nous laisse quelques souvenirs, le fou inquiétant, mais pas trop loin de nous, c'est, comme dit Foucault, que ça a produit un réservoir imaginaire, une résistance de l'imaginaire par-delà l'âge classique, une sorte, je le cite encore, de mémoire silencieuse, et ainsi des figures de fous en liberté et un peu inquiétants, fascinants, ont été transmises intactes, je le cite encore, du XVIe au XIXe siècle. Écoutez-le, c'est ce qu'il vous explique à présent.
depuis Nietzsche, depuis Raymond Roussel, depuis Van Gogh, depuis Artaud surtout, la folie est redevenue, ou commence à redevenir, ce qu'elle était au XVe et XVIe siècle, c'est-à-dire un phénomène de civilisation extraordinairement important, et de même que la folie avait été au XVIe, début du XVIIe siècle, chargée de porter en quelque sorte la vérité, de l'exprimer dramatiquement, eh bien il semble que maintenant la folie retrouve un petit peu cette mission, et qu'après tout, toute une part de la vérité contemporaine, de la vérité de la culture contemporaine, eh bien, a été proférée par des gens qui étaient à la limite de la folie, ou qui même faisaient de la folie l'expérience la plus profonde, comme Roussel, Artaud. Frédéric Gros, c'est assez intéressant parce qu'il a peut-être fallu redécouvrir cette mémoire silencieuse des 15e et 16e siècles pour qu'on passe à autre chose, pour qu'on sorte de l'âge classique. Alors les fous restent internés, ils restent enfermés, mais on se dit qu'il faut les écouter, qu'il faut essayer de réfléchir à les soigner. Ce n'était pas la préoccupation de l'hôpital de l'âge classique, ce sera la préoccupation de l'asile du 19e siècle. C'était pas la préoccupation de l'âge classique parce que effectivement, on considérait, je disais séparation, opposition, nuit-jour, c'est aussi tout et rien. C'est-à-dire que la folie n'avait rien à dire puisqu'elle était du côté de l'absence de raison. La définition la plus pure de la folie pour l'âge classique, c'est la folie, c'est l'absence de raison. Donc c'est un rien, c'est un néant. Alors ensuite, vous avez effectivement deux choses. Vous avez ce que Foucault vient d'évoquer, c'est-à-dire cette réapparition, mettons, dans le premier et début du deuxième, 20e siècle, de la figure du philosophe fou ou de l'écrivain fou, avec l'idée qu'effectivement cette folie apporte, je reprends le terme de Georges Didier Huberman, une espèce d'intensité qui nous met en demeure et qui nous interroge nous-mêmes, qui Oui. nous interroge nous-mêmes. Je veux dire, c'est ça qui fait que quelque chose va échapper à une espèce de prise scientifique, d'objectivation qui fait qu'on va dérouler. S'il dit ça, c'est parce qu'il est schizophrène. S'il pense ça, c'est parce qu'il est paranoïaque, etc. Et là, avec ces figures du génie fou, quelque chose, effectivement, échappe à ça. Bon. Au moment où il parle, il faut bien voir que c'est un moment de remise en cause de ce modèle de l'asile que vous avez mentionné. Mais déjà, l'âge romantique, au début du 19e, a un peu réhabilité, ce qui précisément n'est pas que la raison. L'âge romantique ou même la fin On des lui doit des Lumières, choses. Ouais. le neveu de Rameau, Oui, oui. Diderot, Oh. il y a 20 pages de Foucault là-dessus. C'est la redécouverte, voilà, d'une puissance, d'une puissance de la folie. Mais c'est vrai que l'opération médicale, parce que ce qu'il appelle l'asile, c'est quand même l'idée, on nous fait croire évidemment, enfin, la psychiatrie se donne bonne conscience en imaginant qu'elle a libéré les fous et qu'elle les a effectivement émancipés de leur chaîne réelle que pouvait c'est le fameux tableau de Pinel qui précisément va faire enlever les chaînes par Poussin à des démons. Mais au fond, les chaînes qu'on va leur imposer ensuite vont être des chaînes d'autant plus enfermantes et terribles qu'elles seront plus spirituelles, théoriques. C'est-à-dire que c'est dans une espèce de saisie clinique immédiate et d'objectivation que je réduis le personnage que j'ai devant moi à une espèce de cartographie mentale définitive. Derrière, il y avait quand même cette question de Foucault que les premiers psychiatres qui lisaient Histoire de la folie ont tout de suite senti à la fois comme une menace, une provocation, presque une insulte, qui consistait à dire, mais vous continuez à les enfermer dans vos définitions.
dans vos définitions. Et au fond, ça, il y a quand même un point où ça échappe. Arrêtez de nous dire qu'avec la naissance, alors c'est terrible à dire aujourd'hui parce que ça peut apparaître encore comme une provocation. Arrêtez de nous dire qu'à partir du moment où vous avez, avec tous les guillemets qu'il faut, découvert que le fou était un malade mental, vous en avez exhibé la vérité profonde, reléguant toutes les époques de superstitions malignes, etc. En fait, vous continuez encore à les enfermer, mais vous les enfermez au nom de la vérité médicale. Et Bien l'histoire sûr de qu'on sent l'asile, ça tient un peu là-dedans. on sent cette critique, même Ouais, si c'est ça. pour ce qui est de ce livre de 1961, il y a toute la dernière partie, qui dit quand même que, par exemple, chez Pinel, il y avait une inquiétude autour de l'internement, de l'enfermement. Il voulait mieux les traiter, il voulait les écouter davantage. Enfin, je veux dire, il y a un intérêt et peut-être même un souci, au moins au départ, dans la naissance de la psychiatrie asilaire. Néanmoins, elle va reconduire l'enfermement et elle va reconduire un certain enfermement de la pensée. Mhm. Cette critique sera-t-elle analogue, je veux dire, à la suivante, celle à l'égard de la psychanalyse? Ou au contraire, pensez-vous, Georges Didier Huberman, que, comme à chaque fois, Foucault, quand il change de période, il ne condamne pas, il dit pas tout est pareil. Il dit la psychanalyse a écouté encore autrement la folie, et peut-être pas la même folie d'ailleurs. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il est important de restituer les différences entre ces moments, ou il est plus important de réfléchir à la continuité? Alors sur la psychanalyse, c'est quand même un très long débat. Je dirais que c'est un phénomène d'époque aussi. Il faut pas oublier Deleuze et Guattari, hein, qui sont proches. Il faut pas oublier les critiques, adressées par exemple par Adorno à l'embourgeoisement Oui. et de la psychanalyse qui sont extrêmement pertinentes, et cetera. Est-ce que ça veut dire qu'il faut bazarder la psychanalyse, par-dessus bord? Non, moi je crois pas du tout et j'ai l'impression que, Foucault n'a jamais il a jamais abandonné les hypothèses fondamentales freudiennes. Il y a de l'inconscient, l'inconscient c'est de la sexualité psychique, il y a du refoulement, tout ça est présent chez Foucault. Donc voilà. Ce qui est très important par rapport à ce que disait Frédéric là, juste à l'instant sur le mouvement classique, c'est qu'au 19e siècle, en effet, on prend appui sur ce moment révolutionnaire, hein, fin du 18e siècle. Les folles de la Salpêtrière sont déchaînées, d'accord, on leur enlève les chaînes. Ouais. Et Foucault, de façon extrêmement pertinente, montre que c'est la passion de les observer qui va les réenchaîner d'une autre façon. Mhm. Il y a un exemple très concret, que j'avais étudié, par exemple, c'est une hystérique de Charcot. On veut absolument photographier ses crises. On veut photographier son corps, donc. Oui. Mais elle est tellement virulente, elle en veut même à l'appareil photographique, elle veut tout détruire. On la met sous camisole. Hein, on la met sous Donc la camisole. camisole n'est jamais loin quand... La camisole est toujours là. Au 19e siècle, il y a un traité de la camisole qui dit très, très précisément, ou dans le dictionnaire médical très connu de l'époque, que c'est une des causes de mortalité les plus importantes dans les îles, hein. Mais on l'emploie quand même. Donc cette femme, elle a une crise, on veut photographier la crise, on l'encamisole et on fait quand même des photos. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Donc, Moi, c'est le modèle scientifique de l'observation c'est un clinique modèle avec des pervers traces. parce que si on photographie une camisole avec une tête qui sort, une tête souffrante qui sort, Ouais. et qu'on fait quand même une photo, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Et il y a quelque chose d'autre qui est justement bien indiqué dans l'essence de la clinique. Et là, si vous voulez, on rejoint cette espèce de dualité du corps sexuel fou, Ouais. c'est-à-dire hystérique, féminin, et du regard pervers qui instrumentalise ce regard et cette observation en photographie, en moulage, en camisole, en tout ce que vous voudrez. Donc, il y a ce lien hystérie-perversion
qui continue voilà, de frapper. Voilà. Alors, on va laisser la psychanalyse dehors, hein, Ouais, puisqu'elle est d'accord. postérieure. Ouais, Freud a ouais, vu ouais, les ouais. hystériques, dites hystériques de Charcot. Il a une toute autre analyse de l'hystérie, puisqu'elle n'est plus du tout liée pour Freud au sexe, aux ovaires, à l'utérus. C'est une dénomination qui renvoie à des symptômes que des hommes peuvent parfaitement avoir. Restons donc sur le 19e de l'asile, de Charcot, de la Salpêtrière. Je vous propose d'écouter d'abord un extrait du film Augustine d'Alice Vinocourt avec Vincent Lindon en 2012, et cela sera suivi par une lecture d'un extrait de Michel Foucault, précisément sur la Salpêtrière de Charcot. Chers amis, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. La malade que vous allez voir aujourd'hui s'appelle Augustine. Augustine a 19 ans. Elle a des attaques d'hystérie depuis plusieurs mois et présente tous les symptômes de ce qu'on a décrit comme l'hystérie ovarienne. Vous remarquerez en premier lieu la paralysie de l'œil droit. C'est un beau spécimen de ce qu'on appelle le clin d'œil hystérique. C'est une paralysie permanente. Bien que les symptômes soient présents depuis plusieurs jours, nous n'avons pu trouver la moindre lésion organique. Comme tout hystérique, cette malade défie les lois de l'anatomie. Nous allons mettre Augustine sous hypnose. Et par l'hypnose, nous allons reproduire cette crise telle que nous l'avons vue à l'état naturel, pour mieux l'identifier, mieux l'observer et mieux en classifier les symptômes. Augustine, regarde le miroir. Regarde la lumière dans le miroir. Regardez les plumes du chapeau. Que la Salpêtrière de Charcot serve ici d'exemple. C'était un immense appareil d'observation, avec ses examens, ses interrogatoires, ses expériences, mais c'était aussi une machinerie d'incitation, avec ses présentations publiques, son théâtre des crises rituelles soigneusement préparées à l'éther ou au nitrate d'amyle, son jeu de dialogue, de palpation, de mains qu'on impose, de postures que les médecins, d'un geste ou d'une parole, suscitent ou effacent, avec la hiérarchie du personnel qui épie, organise, provoque, note, rapporte, et qui accumule une immense pyramide d'observations et de dossiers. Or, c'est sur fond de cette incitation permanente au discours et à la vérité que viennent jouer les mécanismes propres de la méconnaissance. Ainsi le geste de Charcot interrompant une consultation publique où il commençait à être trop manifestement question de ça. Ainsi, plus fréquemment, l'effacement progressif au fil des dossiers de ce qui, en fait de sexe, avait été dit et montré par les malades, mais aussi vu, appelé, sollicité par les médecins eux-mêmes, et que les observations publiées éludent presque entièrement. L'important dans cette histoire n'est pas qu'on se soit bouché les yeux ou les oreilles, ni qu'on se soit trompé. C'est d'abord qu'on ait construit autour du sexe et à propos de lui un immense appareil à produire, quitte à la masquer au dernier moment, la vérité. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. C'est le premier épisode de notre série sur Michel Foucault. Cette semaine, nous parlons de la folie, son premier objet si décisif pour comprendre d'ailleurs le reste de son œuvre. Je suis en compagnie de Georges Didier Huberman et Frédéric Gros. Georges Didier Huberman, je vous laisse commenter cet extrait de Augustine, du nom de cette jeune femme qui s'est retrouvée chez Charcot, avant de fuir d'ailleurs. Elle avait été violée par son patron sous la menace d'un rasoir. Elle s'est retrouvée à la Salpêtrière et on a entendu en fiction la manière dont elle est traitée par Charcot. Et puis il y a le texte de Foucault. Qu'est-ce que vous souhaitez souligner, Georges Didier Huberman? Donc
disons, la presque totalité de mon livre sur l'hystérie, c'était le cas d'Augustine. Ouais. J'avais le projet d'écrire le chapitre s'appelait Le charme de et envers Augustine, c'est-à-dire elle, 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 elle manifestait un charme qu'elle subissait. En réalité, de la part du regard, je dirais, pervers de ces médecins. Je voulais faire un deuxième chapitre qui était la haine de et envers Célina. Célina, c'est celle dont je viens de parler tout à l'heure, là, avec la camisole. Et on voit très bien comment, d'une part, ce que dit Foucault, la phrase est fantastique, un appareil à produire la vérité, par exemple, le discours, l'observation, la description, les schémas, les mesures, la photographie, etc. Produire la vérité, d'accord, quitte à la masquer au dernier moment, dit-il. C'est-à-dire? Eh ben, c'est ce que j'ai raconté Ouais. sur Célina. On veut produire la vérité de la forme de son corps au moment de la crise, quitte à la masquer au dernier moment, parce que son corps est tellement virulent qu'il faut mettre une camisole. Donc on la masque, la vérité. Donc moi j'appelle ça un agencement pervers. Et c'est très intéressant que dans le premier volume de La volonté de savoir, Foucault parle de l'aménagement pervers. Alors, il le dit dans un autre sens, c'est-à-dire il dit qu'au XIXe siècle, on commence à s'intéresser aux perversions sexuelles. C'est-à-dire, c'est la psychopathia sexualiste de Krafft-Ebing, etc. Mais il faut bien dire que le savoir lui-même, il a une structure perverse. C'est ça, moi, qui me frappe. Je pense que Foucault aurait admis cette proposition. Le savoir lui-même, dans sa capacité d'observer, de traiter, de maltraiter, De susciter aussi. de C'est susciter, ça, ce qu'il dit dans le d'induire. texte C'est qu'on a une entendu. machine à induire l'hypnose. Voilà. Et c'est là où, quand même, Freud, qui au début, il mettait des petites épingles sur les corps des hystériques, Freud, au début. C'est-à-dire comme Charcot le faisait, pour voir les zones d'anesthésie, et comme on le faisait pour les sorcières, pour voir où est le diable. Dans la sorcière du Michelet, il y a cette technique des épingles. Il y a quand même un moment où Freud il dit je vais arrêter tout ça et je vais juste écouter ce qu'elle me dit. Voilà. Rupture que représente, Ouais. et c'est bien de le rappeler, pour l'œuvre de Foucault elle-même. Il ne mélange pas tout. Non, il Rupture de la mélange pas tout. psychanalyse par rapport aux pratiques Mais ce qui est psychiatriques. fantastique, c'est que cette histoire de la folie, elle fait cycle complètement. Vous demandiez au début ce qui se passe entre le début et la fin de son œuvre. L'histoire de la sexualité et l'histoire de la folie, c'est une même histoire. Oui. Ouais. Alors, vous ne pensez êtes pas qu'il y a d'accord? des évolutions, Frédéric Gros? Moi, je trouve vraiment que dans l'histoire de la folie, il est plus gentil avec les psychiatres du 19e parce qu'ils ont quand même envie de soigner. Et l'objectif thérapeutique, il était là alors qu'il n'était pas du tout là dans l'hôpital de l'âge classique. Il sera de plus en plus sévère, cruel, peut-être juste, ça c'est vous qui me direz ce que vous en pensez, avec cette psychiatrie, son système de connaissances. Georges Didier Huberman dit même perversion. Oui, parce que je reprends si on admet que au niveau des représentations sociales les plus élémentaires, la folie soit du côté du chaos, du déchaînement, d'une espèce de violence incontrôlable, etc. Et que précisément, on amène auprès de cette folie, parce qu'il y a aussi de la souffrance là-dedans, un regard médical qui puisse à la fois neutraliser, connaître, etc. Je veux dire, ce qui frappe Foucault dans cette espèce de dispositif qui peut être celui de la présentation par Charcot de ces malades, de ces très jeunes femmes qui avaient pu être abusées, etc. Et dans ce surplomb absolument sûr de lui, qui va désigner, qui va classer, qui va séquencer les épisodes de l'hystérie, étape 1, étape 2, étape 3. Et il y a ce moment où Foucault se dit, je pense, mais là aussi, mais quelle violence! Quelle violence! Quelle violence dans cette prise! Quelle violence dans cette espèce de regard froid clinique où là, par rapport à ce que vous disiez et indiquiez, c'est-à-dire ce premier fond d'empathie, etc., disparaît complètement parce que
Parce qu'on est dans un regard médical, dans une observation scientifique qui est, on en parlait avec Georges Didier Huberman, comme disait Lévinas quand il dit au fond la différence entre la perception et l'abord du visage, c'est que la perception, quand on arrive à dire la couleur des yeux, c'est qu'on est dans l'appropriation. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que il va débusquer une espèce de prise, et l'idée, ça va être de décrire l'hôpital moderne comme oui, une machine à produire la vérité. Or évidemment, on lui en voudra parce qu'on dira oui, mais enfin c'est vachement dangereux, c'est du relativisme. Vous êtes en train de dire que c'est de la construction, etc. Non, c'est pas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut jamais oublier que quand Foucault en 74 rouvre le dossier d'histoire de la folie dans précisément le cours qui s'appelle le pouvoir psychiatrique. C'est là que pour la première fois, décrivant l'asile, il va avoir l'intuition du pouvoir disciplinaire. C'est l'asile qui lui apprend ça, du pouvoir disciplinaire et de ce qu'il appelle aussi la société normalisatrice. Donc ça a été, c'est-à-dire que l'asile a constitué un laboratoire du pouvoir normalisateur. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que ça veut surtout pas dire que c'est les méchants, que c'est pas le problème. En tout cas, il y a une chose ça fonctionne. Il y a une chose qui était déjà présente dans l'histoire de la folie à l'âge classique, c'est l'idée que la thérapeutique psychiatrique, à partir du 19e siècle, engage de la culpabilisation. Alors, pour qu'on comprenne ce point assez important, voici un extrait de Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique. La thérapeutique physique tend à devenir, dans la première moitié du 19e siècle, la cure du déterminisme innocent et le traitement moral, celle de la liberté fautive. La psychologie, comme moyen de guérir, s'organise désormais autour de la punition. Avant de chercher à apaiser, elle aménage la souffrance dans la rigueur d'une nécessité morale. N'employez pas les consolations, car elles sont inutiles. N'ayez pas recours au raisonnement, ils ne persuadent pas. Ne soyez pas triste avec les mélancoliques, votre tristesse entretiendrait la leur. Ne prenez pas avec eux un air de gaieté, ils en seraient blessés. Beaucoup de sang-froid, et quand cela devient nécessaire, de la sévérité. Que votre raison soit leur règle de conduite. Une seule corde vibre encore chez eux, celle de la douleur. Ayez assez de courage pour la toucher. L'hétérogénéité du physique et du moral dans la pensée médicale n'est pas issue de la définition par Descartes de substances étendues et pensantes. Un siècle et demi de médecine post-cartésienne n'est pas parvenu à assumer cette séparation. Et quand la séparation se fait, ce n'est pas par une fidélité renouvelée aux méditations, c'est par un privilège nouveau accordé à la faute. Seule la pratique de la sanction a séparé chez le fou les médications du corps et celles de l'âme. Une médecine purement psychologique n'a été rendue possible que du jour où la folie s'est trouvée aliénée dans la culpabilité. La culpabilité des malades. C'est assez terrible ce qu'il est en train de raconter quand même. C'est assez terrible pour le redire en des termes peut-être plus proches de nous. Au fond, ce que Foucault raconte, c'est faites attention à partir du moment où vous acceptez vraiment le partage, de dire ah mais c'est pas du tout organique, ah mais c'est pas du tout, c'est seulement psychologique. On est dans le mental, on est dans le physique. À partir du moment où on accepte ce partage, on ouvre une espèce d'autoroute à la culpabilisation. Et là se joue aussi un certain rapport à la psychanalyse comme qui a pu, elle aussi, jouer un rôle dans cette manière de culpabiliser. C'est-à-dire la manière de ramener la folie, la manière de ramener le trouble mental seulement à la psychologie en écartant tout déterminisme organique,
dessine une espèce de ligne de pente dangereuse qui est, si vous faites ça, la culpabilité ne sera jamais loin. C'est-à-dire ce moment où vous allez dire, bah, c'est quand même un peu de votre faute, c'est quand même un peu de votre faute. Il y a ça que je trouve que Foucault, vous l'avez rappelé, qui précisément passe ses premiers diplômes de psychologie au moment où cette nouvelle science se met en place. Elle se met en place dans un registre qui, pour lui, voilà, n'est jamais très loin de la faute, de la culpabilité. Après, encore une fois, c'est pas non plus une manière de condamner ça, mais de dénoncer un risque. Georges Didier Huberman, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une critique lourde et c'est une critique dont on ne sait pas si les pratiques en question peuvent sortir par le haut. Vous avez dit que vous restiez très attaché, en tout cas à la psychanalyse. Bon, il faudra aussi quand même soigner des gens qui ne peuvent pas être soignés par la psychanalyse. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on fait et comment vous recevez cette critique qui, je le rappelle, portait quand même sur l'asile du 19e siècle? Alors, sur l'asile du 19e siècle, il y a une critique radicale et bienvenue, bien sûr, de ce qu'on pourrait appeler l'âge du positivisme, c'est-à-dire ce que Adorno et Horkheimer appellent la croyance aux faits, et de réduire l'expérience de quelqu'un qui souffre psychiquement, qui est fou, qu'on dit fou, à un fait. C'est-à-dire une façon de réifier, en fait, l'expérience d'autrui. Je crois tout de même que quand Michel Foucault s'est approché de Binswanger, il s'est approché d'une façon de concevoir l'expérience d'autrui folle, souffrante, non pas comme un fait à traiter, non pas comme une propriété de la science, mais comme ce que Binswanger appelait un style. Ce qui est extraordinaire, que Binswanger disait que les symptômes sont des styles de vision du monde. Donc, je pense que... je pense à autre chose aussi. Au 19e siècle, on est encore dans la survivance d'une chose très ancienne et immonde, qui est que, par exemple, les femmes violées, on les appelait perverties. Elles étaient perverties. C'est-à-dire que on les culpabilisait de ce qu'elles avaient subi. Malheureusement, c'est toujours le cas. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement ancien comme processus. Là où Foucault est nécessaire, c'est qu'il analyse la façon dont les institutions... Alors, on fait une institution où on enlève les chaînes des folles, très bien, à la Salpêtrière, mais les chaînes, elles se reforment par un autre biais institutionnel. Voilà. Et c'est une lutte permanente, c'est une dialectique permanente. Frédéric Gros, je vous laisse le dernier mot. Il y a sans doute plein de choses qu'on a oubliées. Vous aviez peut-être envie de dire une dernière chose sur Foucault et la folie. Je précise que forcément, cette question va revenir. On va parler de la sexualité. Là, on vient de parler de la sexualisation, d'une certaine folie des femmes, etc. Donc, les questions ne vont pas se perdre d'un épisode à l'autre. Mais il y a peut-être un point que vous voudriez soulever avant de partir. Juste pour dire qu'effectivement, réveiller la folie comme puissance d'inquiétude de la raison, c'est ce qui me paraît c'est ce qui me paraît vraiment la leçon de Michel Foucault, surtout dans ce monde qui devient de plus en plus fou. C'est-à-dire qu'il faut réveiller une certaine folie positive et d'inquiétude pour précisément, rendre ce monde un peu plus, un peu plus vivable. Alors, Georges Didier Huberman veut réagir à votre réaction. Et c'est d'ailleurs la conclusion de Histoire de la folie. C'est Nietzsche, Sade et Goya. Je ne suis pas tout à fait d'accord de mettre Sade et Goya ensemble, mais Nietzsche, c'est fondamental. Hein. Il explique que la folie de Nietzsche, c'est Nietzsche. C'est Nietzsche, c'est la naissance de la tragédie. Et en même temps, il ne faut pas que l'œuvre soit totalement mangée par cette folie. C'est ce rapport complexe. Bon, moi aussi, j'ai eu ma petite conclusion. Tout à fait.